Salut Internet, bienvenue dans ce 3e épisode de Cinéma Arena, l'émission qui fait combattre des films cultes. Attention parce que pour ce 3e épisode, on va parler de méchants, de vrais gros méchants. Pas le genre de méchants qui, comme dans l'épisode 44 de Denver, le dernier dinosaure, font tomber de la neige sur la Californie pour pouvoir ensuite vendre des pelles à neige. Nous savons que vous êtes responsable de cette chute de neige, alors arrêtez cette tempête ou nous alertons les autorités. Non ? Non, pas le genre de méchant à la Tati Daniel qui veut juste faire chier son monde. Je crois qu'elle est méchante. Pas ce genre de méchant. Non. Ouvrez grand vos mirettes, posez vos cailloux du cinéma, sortez les bières du bac à légumes, accrochez vos ceintures et préparez vos sacs à vomi parce que nous allons parler du Silence des agneaux et de Seven. Bienvenue dans Cinéma Arena. Le monde du cinéma est cruel. Faites-les souffrir. Vous l'avez compris, nous nous attaquons aujourd'hui à du très lourd en plongeant avec joie dans ces deux thrillers horrifiques célébrissimes du plus bel effet que vous devez d'avoir vu. Si tel n'est pas le cas, je ne peux que vous conseiller d'arrêter de perdre votre temps ici pour aller les regarder sans attendre une seconde. Et aussi parce que cette chronique contient un maximum de spoilers. Bref, qui de John Doe ou de Buffalo Bill aura le dernier mot? Commençons donc sans plus attendre à compter les points avec la pesée. 210.5. The Challenger. Cassius Clay, 210.5 pounds. Le Silence des agneaux, réalisé par Jonathan Demme, sorti le 14 février 1991, raconte l'histoire de Clarice Starling, élève à l'académie du FBI qui se verra confier la mission d'aller interroger Hannibal Lecter, brillant docteur psychiatre cordon bleu cannibale, au sujet d'un nouveau tueur en série qui sévit en Virginie. I'll help you catch him, Clarice. Au cours de ses interrogatoires, la jeune Clarice se liera avec le docteur Lecter qui l'aidera à débusquer cet horrible tueur. Le film sera un succès tant sur le plan critique, en remportant la même année 2 BAFTA Awards, l'Ours d'Argent, un Golden Globes, le Saturn Award du meilleur film d'horreur et 5 Oscars, que sur le plan pécunier, puisqu'il fera gagner au studio plus de 272 millions de dollars pour 20 millions investis. Seven, réalisé par David Fincher et sorti le 22 septembre 1995, raconte l'histoire de William Somerset, officier sur le point de prendre sa retraite, et de son futur remplaçant David Mills, jeune officier de police ambitieux et fraîchement transféré. Ils se verront chargés d'une enquête sur une série de meurtres vicieux reprenant chacun des 7 péchés capitaux perpétrés par un mystérieux tueur en série. This guy is methodical, exacting, and worst of all, patient. Le film est lui aussi un grand succès à sa sortie. Pas ici de BAFTA, d'Ours ou d'Oscar, mais 2 Saturn Awards et 2 Empire Awards. C'est surtout sur sa distribution que le film fait un carton. Car pour un budget d'environ 30 millions, il emportera la coquette somme de 327 millions de putains de dollars. Un point. Côté casting, pour Le Silence des agneaux, on retrouvera Jodie Foster dans le rôle de l'élève Clarice Starling et Anthony Hopkins dans celui du docteur Hannibal Lecter. Scott Glenn sera le chef du département des sciences du comportement du FBI Jack Crawford et Ted Levin, notre fameux dépeceur en chef Buffalo Bill. Pour Seven, et puisqu'une fois n'est pas coutume, nous retrouverons Brad Pitt dans le rôle de David Mills et Morgan Freeman dans celui du détective William Somerset. Kevin Spacey campera le tueur en série John Doe et Gwyneth Paltrow sera Tracy Mills, la femme de David. Nous allons partir du principe que nous avons 3 types de personnages. Les premiers étant composés des 2 duos d'enquêteurs, Clarice Starling et Hannibal Lecter pour Le Silence des agneaux, et David Mills et William Somerset pour Seven. Nous avons ensuite les 2 Bad Boys avec Buffalo Bill pour Le Silence des agneaux et John Doe pour Seven, et enfin les seconds rôles avec Jack Crawford pour Le Silence des agneaux et Tracy Mills pour Seven. Pour ce qui est des enquêteurs, Jodie Foster nous sert une interprétation tout en finesse entre crise de panique et moment de bravoure. Put your hands over your head. Un jeu qui touche juste, tant nous pouvons sentir à chaque instant la lutte interne qu'elle mène pour être la professionnelle qu'elle souhaite devenir et son envie de partir en courant. Pour Hannibal, Anthony Hopkins joue ici un de ses plus grands rôles. La fascination populaire autour du personnage de Lecter tenant beaucoup, à mon avis, à la qualité de son interprétation. I want a window where I can see a tree, or even water. I want to be in a federal institution far away from Dr. Chilton. Il nous sert à un Hannibal terrifiant et gracieux, subtil et joueur, à milieu des clichés de psychopathe. La plupart du temps quasiment immobile, il nous donne à voir un docteur Lecter guindé et élégant, d'autant plus dangereux qu'on a constamment l'impression qu'il maîtrise la situation. Pour Seven, Brad Pitt nous donne à voir un David Mills impétueux et encore un peu vert. Un personnage assez violent, moyennement malin et parfois même carrément beauf. Goddamn poetry writing faggot piece
Je trouve personnellement que Brad Pitt en fait un peu trop, jouant ad nauseum de ses tics et parfois même carrément cabotin. Sans grande prise de risque durant le film, sa performance trouvant néanmoins son point d'orgue lors de la scène finale lorsqu'il apprend la mort de sa femme. Un plan serré sur son visage pris entre horreur glacée, désespoir sans fond et haine viscérale. Et ça pour le coup, c'est plutôt bluffant. Pour ce qui est de William Somerset, notre ami Morgan Freeman nous sert un Somerset égal à lui-même, tout en maîtrise et en maturité mais fatigué des horreurs quotidiennes. Je le trouve certes juste mais un peu fade, sa prestation m'apparaissant ici nuancée, sans fausse note, mais sans éclat particulier. Et ça m'embête de dire ça, parce que j'aime bien Morgan. Bref, ici et pour nous la question ne se pose pas, et le point des détectives va à Clarisse et Hannibal. Pour ce qui est des Bad Boys, c'est un autre caramel. Oh, arrête avec cette expression-là. C'est un autre caramel, disais-je, car si Ted Levin nous montre un Buffalo Bill inspiré des plus grands tueurs en série, un Buffalo qui est James Gum au perché et pervers au possible, notre ami Kevin Spacey nous sert un John Doe mémorable. Entre sourire amusé et le calme olympien, il crève littéralement l'écran. I'd like to speak to my lawyer, please. Il n'apparaît véritablement qu'une petite demi-heure dans le film et c'est suffisant pour le rendre inoubliable. Le point des Bad Boys va à John Doe. Et enfin, les personnages secondaires. Scott Glenn est tout simplement impérial. Il nous montre un Jack Crawford tout en tenue et inspiré de véritable profiler du FBI. Il est toujours juste, jouant simple et sans fioriture ce rôle de mentor qui lui va comme un gant. Clarice. Gwyneth Paltrow joue ici, à mon humble avis, un peu la tâcheronne. Elle fait le taf, comme on dit. Elle sourit quand il faut, pleure quand il faudrait. Je la trouve attendue et lisse. Sa prestation lors du repas est correcte, certes, mais celle de la conversation avec Somerset est loin d'être marquante. Ah, mais t'es super dur. Vas-y, on te regarde. Désolé, mais c'est mon avis. Et je peux paraître difficile ou hautain, c'est juste mon avis. Mais t'inquiète, on viendra sur ce rôle un peu plus tard. En tout cas, et sans complexe, le point des seconds rôles va à Crawford. Et si nous nous jetions avec joie au cœur de la mêlée en nous concentrant sur les scénarios? Rio, scénario. Oui et non, un scénario, des scénarii, ça se dit aussi. Pour Le Silence des Agneaux, c'est Ted Tally qui s'y colle, qui écrira aussi le scénario de Dragon Rouge. Et pour Seven, c'est Andrew Kevin Walker, scénariste de 8 mm, de Fight Club ou encore de Sleepy Hollow. Intéressons-nous maintenant au cœur des deux films en nous focalisant sur les enquêtes. Le principe des films à enquête est simple. Il y a un méfait, meurtre, vol, enlèvement, autour desquels gravite une série d'indices, traces, messages, motifs qui mènent au malfaiteur. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment est menée l'enquête. Comment les scénarios tissent la série de preuves entre elles pour nous mener jusqu'au dénouement. Pour Le Silence des Agneaux, au début, le FBI ne sait pas grand-chose. Pour ne pas dire rien du tout. Voilà très vite comment ça se passe. Clarisse rencontre Lecter, Lecter lui indique l'entrepôt, entrepôt où Clarisse découvre la tête de Benjamin Raspail. Et rien du tout. La piste d'indice s'arrête là. On n'a pas appris grand-chose et pour le moment, le FBI ne sait absolument pas qui est Buffalo Bill. Puis nous avons découverte d'un nouveau corps, autopsie de celui-ci durant laquelle on trouve un papillon dans la gorge de la victime. Et toujours rien. Toujours pas le moindre indice pour arrêter Buffalo Bill. L'enquête piétine. Puis nous avons dernière rencontre avec Hannibal qui dit à Clarisse de relire le dossier de l'affaire. Relecture qui mène Clarisse à la maison de la première victime. Interrogatoire de l'ancienne amie de celle-ci qui lui indique l'adresse de leur ancien employeur commun. La maison de Madame Lipman. Et bingo. Vraiment ou c'est encore une fausse piste? Non, vraiment bingo cette fois-ci. C'est la première et seule fois où Clarisse découvre un indice la menant directement à Buffalo Bill. Elle arrive et rencontre James Gum. Elle commence à l'interroger quand apparaît l'ultime indice. Clarisse connaît désormais la vérité. Bien. C'est vrai que c'est assez pourri comme enquête. C'est vrai que quand on regarde précisément comment se tisse l'enquête, c'est pas terrible. Aucun indice donné par Lecter ne permet véritablement d'arrêter Buffalo Bill. Et il suffit que Clarisse se décide à aller interroger la meilleure amie de la première victime pour le trouver, ce qui aurait pu être fait depuis le deuxième tiers du film, et sans l'aide de Lecter. Pour Seven, l'intrigue commence véritablement avec le meurtre de l'avarice. Voilà très rapidement comment ça se passe. Découverte du corps d'Ellie Gould et de la photo ensanglantée de sa femme. Femme qui indique qu'une peinture dans le bureau est à l'envers. This painting, it's upside down. Peinture derrière laquelle Mills et Somerset trouvent les empreintes de Theodore Allen qui les mènent jusqu'à son appartement où il gît, sur son lit, depuis 1 an. Il est intéressant de noter que chacun des indices est lié logiquement aux autres et que la chaîne ne fonctionnerait pas si l'un d'entre eux n'était pas découvert. Et stop, la piste s'arrête là. Le dernier meurtre ne donnant aucun indice sur la suite des événements. Ça se sent d'ailleurs car le scénariste a sorti de son chapeau le fait que Somerset connaisse un homme ayant accès au dossier des bibliothèques. Somerset lui donne une liste de livres sur les 7 péchés capitaux et... Bingo? Ouais, si tu veux. C'est quand même un peu gros. Je veux dire, la première personne qu'ils vont interroger, c'est John Doe. Donc soit ils ont eu du flair, soit ils sont chanceux, soit le scénariste est quand même vraiment très sympa. Et puis c'est tout. Les 2 meurtres suivants ne donnent aucun indice sur la suite des événements. Et après, John Doe se rend à la police.
En décortiquant un peu ces enquêtes, on voit bien que malgré de bons principes de base, l'enquête du Silence des Agneaux patauge carrément dans la semoule durant les 3/4 du film, alors que celle de Seven, malgré quelques pirouettes, parvient à tenir durant plus de la moitié de son métrage. Ce que j'aime aussi dans cette enquête, c'est le fait que les indices que nous découvrons ne sont pas des indices classiques, style témoin, empreinte, analyse ADN. La construction de l'intrigue est vraiment créative, et le point des enquêtes va naturellement à Seven. Intéressons-nous maintenant plus particulièrement à la matière filmique en nous concentrant sur l'image des deux films. Tout d'abord, sachez que nous n'avons pas affaire ici à des amateurs. Tak Fujimoto, le chef opérateur du Silence des Agneaux, a par exemple travaillé sur La Balade sauvage, sur Philadelphia, sur Sixième Sens et sur Signe. Et Darius Khondji, celui de Seven, a travaillé avec Jeunet, Polanski, Allen, Gray et Joon-ho. On est plutôt sur du haut level. Pour le cadrage, Tak Fujimoto nous propose une composition équilibrée et élégante. Ici, pas de shaky cam ou de séquences hypercut, mais des mouvements lents et fluides se concentrant sur les visages. Souvent des plans poitrine, la plupart du temps et à vue de nez tournés au 50 mm. Il nous offre ici de très beaux travelling et une utilisation particulièrement intéressante des panoramiques. Hi, I'm Barney. Salut Barney. Une composition propre, quelque peu académique, mais qui montre juste et avec allure. Bref, un boulot sobre, mais qui claque. Le travail de Darius Khondji sur les cadres est ici tout autre. Et bien que ça ne ressemble pas à ce qu'il a pu faire sur Delicatessen, nous sommes déjà plus dans le sensationnel et l'esthétisant. Tout d'abord le fait que le film soit la plupart du temps cadré en légère contre-plongée. Et même si je ne suis pas sûr de saisir tout à fait pourquoi, je pense qu'il pourrait s'agir d'un clin d'œil, ou du moins d'un emprunt à Orson Welles. En effet, dans Citizen Kane, réalisé par Orson Welles en 1941, le personnage de Kane est filmé la plupart du temps en contre-plongée. Ce procédé permettant de montrer dans un seul et même geste à la fois la grandeur de ce personnage et son enfermement en dévoilant les plafonds qui les surplombent et les enferment. Et c'est peut-être ça qu'a voulu faire Darius, le film montrant à la fois la grandeur de ses héros et le fait qu'ils soient enfermés entre les 4 murs de cette ville. Le film jongle entre plans moyens et très gros plans, jamais de plan d'ensemble ou de survol de la ville. Là aussi, sûrement dans cette idée de nous enfermer dans le cadre, au même titre que la pluie, qui ne cesse de tomber, enferme en quelque sorte nos héros dans les intérieurs. Et bien que je trouve le travail de Darius tout à fait remarquable et même beau, je trouve qu'il n'atteint jamais la puissance et l'élégance de celui de Tak. Le point pour le Silence des Agneaux. Encore une fois, c'est ton avis. Oui. L'étalonnage est la phase de la post-production où l'on va régler les couleurs, la saturation, le contraste et la luminosité d'un film. Ce n'est pas anodin, ça ne sert pas simplement à rendre jolie l'image. D'abord, et je ne vous apprends rien, parce que les couleurs ont un sens. Par exemple, si le lit de Goldie dans Sin City de Rodriguez est rouge, c'est parce qu'il représente la chaleur, l'amour et la passion. Si les vêtements de Madeleine dans Vertigo de Hitchcock sont gris, c'est parce qu'ils représentent son étrangeté et sa tristesse. Et si le rayon qui sort de la baguette de Voldemort est vert et celui de Harry orange, c'est parce que le vert représente la colère, le poison et l'avidité, et le orange, la jeunesse, l'énergie et la chaleur. Pour le Silence des Agneaux, on remarquera que le film est dans l'ensemble assez lumineux et les contrastes peu appuyés. Pour ce qui est de la mise en scène, on remarquera l'utilisation de la couleur verte pour symboliser Buffalo Bill. On la retrouve sur les murs de la salle d'autopsie de la première victime et dans la maison et la cave de Buffalo Bill, où d'ailleurs Clarisse porte un pull vert, et dans la fameuse scène en vision nocturne où la totalité de l'image est en nuances de vert. Pour Seven, nous avons un parfait exemple d'une colorimétrie dit en teal and orange, c'est-à-dire du bleu dans les basses lumières et du orange, ici plutôt du sépia dans les hautes lumières. L'étalonnage est ici absolument magnifique. La profondeur des noirs est abyssale et les contrastes paradoxalement tout en nuances. Ces choix ajoutent une véritable dimension au film en donnant à chaque scène une signature unique particulièrement réussie. Bref, sans hésitation, le point de l'étalonnage va à Seven. Pour ce qui est des décors, nous n'avons pas non plus affaire à des amateurs. Karen O'Hara, la chef décoratrice du Silence des Agneaux, a par exemple travaillé sur Solomon, Spider-Man ou plus récemment sur la série True Detective. Et Arthur Max, celui de Seven, sur Gladiator, Panic Room et plus récemment sur Seul sur Mars. On est plutôt sur du haut level. Pour le Silence des Agneaux, l'équipe a choisi de tourner la majorité du film autour de Pittsburgh. Cette ville permettait en effet de simuler les nombreuses régions du pays que nous voyons dans le film. Pour la cave de Buffalo Bill par exemple, elle a été construite en studio en suivant l'idée qu'elle était la représentation de l'intérieur de l'esprit de Gumb. Nous entrons dans la salle où il élève les papillons avant de pénétrer dans son atelier. Il y a là des pièces où règne la putréfaction et au fond de son esprit tortueux, un puits. Si on suit cette idée, on pourrait dire que les femmes qu'il capture se retrouvent enfermées dans la profondeur de sa folie. Et ça, c'est vraiment une belle idée de cinéma. Pour Seven, l'équipe a choisi de tourner à New York car c'est une ville qui offrait une grande diversité de bâtiments et qui ressemble à toutes les grandes villes occidentales. Et là aussi, le moins qu'on puisse dire, c'est que les décors sont légion. L'appartement de John Doe est par exemple particulièrement réussi. Il nous permet en effet, alors que nous ne l'avons pas encore rencontré, de nous faire une première idée de John.
Mais c'est surtout sur les lieux des différents crimes que Seven tire son épingle du jeu. Premièrement parce qu'il représente aussi le péché qu'il aurait attribué. Quoi de mieux par exemple qu'une cuisine pour représenter la gourmandise. Deuxièmement parce qu'ils se font indices. C'est dans ces lieux que se trouvent les indications de John qui vont mener les enquêteurs vers le prochain meurtre. Bref, bien que les décors et leur traitement soient intéressants dans Le Silence des Agneaux, Seven vient ici les pousser jusqu'à un autre level en les incluant au cœur même de l'enquête. Et le point des décors va naturellement à Seven. Nous allons ici mettre en avant un point fort par film. Un point que l'on se doit de souligner sous peine de passer pour des branques. Attends, mais comment tu savais ce que j'allais dire? C'est la même ouverture que l'épisode précédent. J'aimerais aborder la musique du Silence des Agneaux. Signé Howard Shore, compositeur ayant par exemple composé les musiques de La Mouche, de l'Avocat du Diable, des Trois Seigneurs des Anneaux, de Spotlight, du Loup de Wall Street ou encore, je vous le donne en mille, de Seven. On est plutôt sur du haut level. Il sera nominé au BAFTA Award de la meilleure musique de film mais perdra face à Danse avec les loups. Son travail est absolument magistral. Shore nous propose une bande originale construite autour d'instruments à vent et à cordes, une composition lente, sombre et solennelle, tout en discrétion et en envolée lyrique, qui marie à merveille une étrangeté grandiloquente à une émotion toute en profondeur qui prend aux tripes. J'adore. C'est une musique qui nous fait littéralement dresser les cheveux sur la tête. Tu sais ce que littéralement veut dire? Oui, je sais. Regarde et écoute. Oh, God. C'est drôle vraiment. Attends, tu trouves ça drôle, un mec éventré et suspendu dans les airs? Non, bien sûr que non. Ça, c'est juste trop cool. Ce que je trouve drôle, c'est qu'on voit l'installation lumière du studio. Et on peut voir qu'il y a pas mal de matos, hein. J'aimerais ensuite évoquer le générique de Seven. Les génériques de Fincher ont toujours fait beaucoup parler d'eux. Et il ne nous décevra pas avec celui de Seven. Créé par Kyle Cooper, qui a entre autres créé les génériques de The Walking Dead ou de American Horror Story, filmé par Harry Savides, le chef opérateur de Elephant, de Zodiac ou de Whatever Work, et monté par Angus Wall, le monteur d'à peu près tous les films de Fincher depuis Panic Room. On est plutôt sur du haut level. Ce générique est absolument renversant. Il nous donne en 2 minutes un aperçu de la folie de John Doe. Suite de gros plans débulés, de doigts mutilés, de polaroïdes raturés. Nous assène les échantillons macroramiques d'une fureur ésotérique mûrement réfléchie et compilée. La brève apparition d'une furie épileptique, morbide et définitive. En regardant ce générique, on a les fesses qui font bravo, le cœur au bord des lèvres et les yeux qui en redemandent. Pour ce round, nous avons choisi d'analyser une scène du Silence des Agneaux et plus précisément les 2 séquences qui montrent l'évasion de Lecter. Cette scène absolument mythique est particulièrement intéressante tant elle est l'exemple parfait de la puissance du point de vue au cinéma. Nous commençons donc par un lecteur encagé écoutant les fameuses variations de Bach tandis que les policiers arrivent pour lui servir un deuxième repas. Ici nous savons ce que c'est Lecter. Nous voyons comment il se défait de ses menottes et nous pressentons ce qui va se passer. Rien ne nous est caché. Le rythme est quant à lui assez lent, les plans longs et complexes, presque calmes, embrassant la totalité des actions qui se déroulent. Le plan 13 en est un exemple parfait. Ici, Demme ne découpe pas son plan, préférant relier les actions entre elles en déplaçant la caméra. Nous sommes donc placés du point de vue du lecteur par ce que nous savons, il prépare un mauvais coup, et par la façon dont cela nous est montré. Calme, méthodique, détaillé. Puis surgit le plan 14 qui sonne le début du carnage. Ici nous avons une action par plan. Les menottes, le pied qui pousse la porte, lecteur qui se jette sur le policier qui chute, etc. Cette soudaine accélération décomposant l'action et appuyant l'horreur de la situation. Nous subissons l'assaut de lecteur au même titre que les policiers. Nous avons donc changé de point de vue. J'en veux pour exemple le plan 20 où Lecter se jette littéralement sur nous, ou encore le plan 32 où nous regardons Lecter en contre-plongée avant qu'il ne nous assène ses coups de matraque. À partir de là, nous passons à la deuxième séquence. Nous sommes encore du point de vue des policiers. J'en veux pour exemple le plan 53. Nous ne voyons ce qu'il y a à l'intérieur de l'ascenseur qu'une fois que le policier a regardé à l'intérieur et pas avant. Nous ne savons plus rien des agissements de Lecter et cela est illustré par une suite de plans serrés relativement courts. Tout comme durant l'attaque, Demme découpe l'espace et l'action par le montage. La cadence s'accélère et notre regard est dispersé, tout comme celui des policiers. Bref, si je résume. Jusqu'à présent, le point de vue de Lecter nous est montré de manière lente et complexe par des plans qui embrassent et rassemblent, quand celui des policiers nous est montré de manière rapide et décousue par des plans qui rythment et dispersent. Puis arrive le plan 78. Un lent travelling avant qui rompt le rythme qui est imposé à la séquence. Suivi par le plan 79 tout en longueur et en complexité. Nous voyons arriver le SWAT et l'ambulance dans un long travelling latéral toujours motivé. Puis vient le plan 80. Là aussi, un plan long tout en mouvement de cadre qui nous montre les ambulanciers autour du policier blessé.
Enchaînant sur le 81, là aussi est toujours un plan long et complexe où le regard de la caméra circule depuis les mains ensanglantées du policier jusqu'au sergent Tate en passant par les quelques gouttes de sang qui coulent du plafond. Bien, comme je l'ai déjà dit, ici tout est question de point de vue. Ce point de vue étant exprimé par ce qu'on nous montre, ce qu'on nous révèle à l'écran, mais aussi par la manière dont cela nous est révélé. Le fond et la forme donc. Ces deux aspects exprimant bien que quand Hannibal maîtrise calmement la situation, la caméra embrassant la totalité des éléments de la séquence, les policiers eux sont aux abois et désemparés, le montage découpant frénétiquement les actions. Oui mais, Dem est un filou et nous susurre à l'oreille la réalité de la situation bien avant la révélation finale. Car, nous le savons après avoir vu la séquence, Lecter est en réalité le policier blessé cachant ses traits sous le visage de l'agent Pembry. Tout bascule à partir du plan 78. Nous revenons à un découpage qui caractérise celui de Lecter, des plans longs, complexes, qui embrassent par le mouvement sans découper, plans 79, 80 et 81. Dem nous glisse un indice en faisant coexister ces deux points de vue à l'écran, car si dans le fond nous ignorons Lecter, dans la forme il est bien là, juste sous nos yeux. Ce procédé de mise en scène résonne avec tout le film, car il synthétise bien l'idée d'une dualité de point de vue, la dualité opposant deux visions d'une même situation, celle des monstres et de leur détachement face à l'horreur, et celle des hommes et de leur incompréhension face à celle-ci. Cette dualité s'exprimant d'ailleurs durant tout le film. Nous suivons en effet deux agents, Jack Crawford et Clarice Starling, qui font partie du département des sciences du comportement du FBI, département qui a pour mission d'étudier et de comprendre ces monstres, c'est-à-dire de mettre un terme à l'incompréhension commune. Clarice est donc le trait d'union entre ces deux points de vue, ces deux visions du monde qui s'affronteront durant tout le film. Il n'est donc pas étonnant qu'elle se lie d'amitié avec Lecter. On est plutôt sur du haut level. N'est-il pas ? Après cette brillante analyse, nous allons maintenant pouvoir décerner les prix du « Mais quoi-t-il donc que cette affaire ?» Le prix du film le plus sexiste est décerné à Seven. En préparant cet épisode, nous nous sommes en effet rendu compte à quel point le personnage de Tracy Mills était un cliché ambulant. C'est une femme qui reste à l'appartement pendant que son époux est au travail, qui fait la cuisine, qui a peur des armes, parle de son mariage, pleure facilement et n'a pour projet que de faire des enfants. Un joli cliché. Le prix de la plus belle incohérence revient au silence des agneaux. En effet, qui me fera croire que le FBI enverrait une stagiaire interroger le plus grand psychopathe en prison? Mais parce que c'est une femme, et que Jack veut avoir tout tenté. Mais pourquoi? Y a pas de femme diplômée au FBI? Le prix du film le plus gore revient à Seven. En effet, malgré de très beaux efforts de la part du Silence des Agneaux, Seven nous donne à voir de magnifiques macabées. Et vous le savez, à Cinémarena, on aime quand ça renifle bon l'hémoglobine. Le prix du plus beau plan est décerné au Silence des Agneaux pour... Enfin, et plutôt que de distribuer les points comme des bonbons, nous allons vous donner très rapidement quelques faits que nous avons glanés au cours de nos investigations sur les deux films. Pour Seven, le premier cadavre que nous voyons est joué par le scénariste du film Andrew Kevin Walker, l'acteur jouant le rôle du légiste Alfonso Freeman et le fils de Morgan Freeman. Les lieux où sont tournés les plans de la bibliothèque est en réalité une banque que vous avez déjà vue puisque c'est dans cette banque où a été tournée une partie du film The Mask avec Jim Carrey. Enfin, l'acteur qui joue le rôle du client de la prostituée n'a pas dormi pendant 48 heures pour pouvoir paraître complètement fracassé lors du tournage. Pour le Silence des Agneaux. Tout d'abord le fait que l'affiche reprend l'œuvre de Dali Une Voulette était morse. Ensuite le fait que James Gumb est né d'un savant mélange des trois vrais tueurs en série. Ed Gein qui utilisait la peau de ses victimes comme vêtements, Ted Bundy qui utilisait un faux plâtre pour appâter ses victimes et Gary Ednick qui les séquestrait dans sa cave. Enfin que l'acteur qui joue le directeur du FBI est le pape de la série B Roger Corman et que le film nous offre une brève apparition du père des films de zombies, feu George A. Romero. Et là direct, tu mets un point juste pour ça? Oui, parce qu'à Cinémarena, on aime George Romero. Parce qu'on aimera toujours Romero. Pour finir et clore ce sanglant combat, toute l'équipe de Cinémarena est heureuse de vous proposer la croisée des analyses. Le Silence des Agneaux et Seven suivent l'enquête de deux duos d'enquêteurs, tous deux lancés sur les traces d'un tueur en série, James Gumb et John Doe. Dans les deux cas, ces enquêteurs communiqueront avec l'ennemi, que ce soit au travers de Lecter pour le Silence des Agneaux ou via les indices laissés par John pour Seven. Dans les deux cas, ces enquêtes les mèneront jusqu'à une confrontation, et dans les deux cas, cette confrontation se terminera par la mort des dix tueurs. Le Silence des Agneaux et Seven, une chose et son inverse. Je m'explique. Dans les deux films, il est question de vice et de vertu. Dans Le Silence des Agneaux, la société nous est présentée comme globalement juste et vertueuse. Les gens qu'on y croise sont la plupart du temps bienveillants, dotés d'empathie et respectueux de l'ordre établi. On le voit par exemple avec l'allocution télévisée de la sénatrice Martine, qui, s'adressant directement au kidnappeur de sa fille, se dit prête à essayer de comprendre les agissements de Buffalo Bill, c'est-à-dire de faire preuve d'empathie. I know you can feel love and compassion. Le mal apparaît dans le film comme en pointillé, trouant de noir cette société vertueuse tout de blanc vêtue.
Un mal d'ailleurs très circonscrit. Hannibal dans sa cage, James Gumb dans sa cave, la tête de Benjamin Raspail dans un bocal. Pour Seven, c'est l'exact opposé. La société nous est présentée comme globalement mauvaise et vicieuse. Une société où le crime est monnaie courante, où le policier moyen manque d'intégrité et où il ne faut pas demander de l'aide en hurlant au viol mais en criant au feu. First thing they teach women in rape prevention is never cry for help. Always yell fire. Le bien apparaissant dans le film comme en pointillé, trouant de blanc cette société vicieuse tout de noir vêtue. Un bien là aussi très circonscrit. Le couple des Mills dans leur appartement, le rêve de retraite de William dans sa maison, l'art et la culture enfermés entre les murs d'une vieille bibliothèque. Sauf que c'est un peu plus nuancé que ça. Dans Le Silence des agneaux, les procédés utilisés pour traquer et détruire le mal sont pour le moins contestables. On n'hésite pas à fraterniser avec l'ennemi, comme le fait Clarisse avec Lecter, à tuer, comme le fait Lecter pour se libérer, ou encore à mentir à ses pairs, comme le fait Jack Crawford avec les policiers. Procédé que Clarisse qualifiera d'ailleurs de « mal ». Dans Seven, nous assistons plutôt à l'inverse. Les procédés mis en œuvre pour traquer et détruire le mal sont relativement bons. On collabore et on réfléchit, comme David et William après leur repas. On s'instruit et on se renseigne, comme David à la bibliothèque. On fait preuve d'empathie et de discernement, comme avec la femme d'Ellie Gould. On remarquera d'ailleurs que c'est au moment où David cède à sa colère en tuant froidement John qu'il signe définitivement la défaite du bien sur le mal. De plus, quand Le Silence des agneaux est un film plutôt optimiste, tous les personnages parviennent à leur libération, la victime sera sauvée, Clarisse deviendra agent et Hannibal retrouvera la liberté, ce qui en fait un film que l'on pourrait qualifier de jésuitiste, l'âme peut être sauvée et trouver le salut par ses actes. Seven est quant à lui un film carrément pessimiste car aucun des personnages ne parviendra à sa libération. Aucune des victimes ne sera épargnée, Tracy n'aura pas d'enfant et finira décapité, David ne remplacera pas William et finira traumatisé, et William ne prendra pas véritablement sa retraite. Ce qui en fait un film que l'on pourrait qualifier de janséniste, les actes ne peuvent rien et la salvation n'est possible que par le sacrifice. Do you like what you do for a living? No, I don't. But that's life, isn't it? Bref, quand Le Silence des agneaux nous dit que nos actes sont à l'origine de notre libération, qu'il faut agir pour atteindre notre but, qu'il faut conquérir cette liberté coûte que coûte, quitte à combattre le mal par le mal, Seven nous dit que cette liberté nous est déjà acquise, que nous avons le droit d'être gourmands, avares ou paresseux, mais que pour défendre cette liberté, nous devons faire le bien, car combattre le mal par le mal, c'est y participer. Quand Le Silence des agneaux nous dit que la fin justifie les moyens, Seven illustre le fait que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Cela étant dit, et bien que les deux films portent un message clair faisant sens, celui de Seven nous apparaît comme plus précis et surtout mieux intégré à la narration. La scène illustrant le mieux le message porté par le film est sans doute celle du repas chez les Mills. Les trois compères sont à table, en train de discuter quand tout à coup le métro passe et fait trembler tout l'appartement. Cet état de fait illustrant bien l'impact négatif de la société sur le couple. Et au lieu de s'insurger et de vociférer, les trois personnages préfèrent éclater de rire, tournant en dérision l'absurde de la situation. Combattant donc littéralement le mal par l'humour et l'autodérision. Le grand vainqueur de ce troisième épisode de Cinémarena est, après décompte des points, roulement de tambour, Le Silence des agneaux avec 8 points contre 7 pour Seven. Malgré ce score, ces deux films sont vraiment incontournables. Deux films qui ont gagné depuis longtemps leur place au panthéon du cinématographe. Deux films qui nous rappellent qu'être méchant c'est mal, mais que c'est sacrément cool. En voilà une belle leçon pour la jeunesse. A bientôt pour de nouveaux combats. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, la télévision est un meuble et le cinéma un art. On vous bisouille bien la gueule. Faites-les souffrir.